Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'antenne de TVCO dans le cadre d'une émission spéciale qui s'inscrit en marge de l'émission L'heure du conte que vous connaissez très bien. Vous m'avez vu au cours des dernières semaines et dernières années aux côtés de notre ami Jean-Claude Turcotte qui, on le sait, nous a quittés le 21 mars dernier. Et vous avez entendu en début d'émission une trame musicale, un thème musical que vous n'avez pas encore entendu dans le cadre de l'émission. Il s'agit du rille de Clermont. En fait, nous voulions aujourd'hui rendre un peu un hommage aussi à Jean-Claude, puisqu'il est né à Clermont, un 8 mars 1937. Cependant, il a été baptisé à Lamalbé la même journée. Et le rille de Clermont, que vous avez entendu en quelques mesures, là, a été composé et joué là, par Claude Gagné, un accordéoniste de Québec. Jean-Claude, rappelons-le, hein, vous le savez peut-être par les médias, je pense à l'hebdo, a épousé à Saint-Urbain Pauline Girard au mois de juillet 1961, le 1er juillet, et il s'installe à Baie-Saint-Paul, le couple, en 1965, et ils ont eu 2 enfants. Au cours des derniers jours, hein, vous avez remarqué que la télévision communautaire TVCO a décidé de surseoir à la diffusion de l'émission L'heure du conte, par respect évidemment lors du décès de Jean-Claude. Et à la dernière émission que vous avez entendue, nous étions à la 11e de la série. Et en réalité, nous avions déjà préenregistré 22 émissions. Ce qui vous laisse comprendre hein, qu'à partir dans les prochaines semaines, vous reverrez Jean-Claude et moi à la même tribune qu'habituelle pour 11 nouvelles émissions que vous n'avez pas encore vues à l'antenne de TVCO. Mais vous savez que le recueil, le roman de Jean-Claude, comporte 40 chapitres. Alors, qu'advient-il des derniers hein, qui va rester, c'est-à-dire les 18 dernières émissions? Alors, Jean-Claude avait demandé à sa petite-fille, Sophie-Anne, la fille de Stéphane et Linda Tremblay, de continuer le récit qu'il avait commencé avec moi, donc en ma compagnie. Alors, quels seront les rôles, comment se partageront la tâche de Sophie-Anne et de moi? Nous verrons ça dans 11 semaines à partir de bientôt. Alors, aujourd'hui, dans l'émission spéciale que nous présentons à l'antenne de TVCO, c'est un panel. Alors, nous avons invité 3 personnes que je vais vous présenter dans quelques instants pour parler de l'homme, pour parler de Jean-Claude dans sa mission, je dirais, qu'il a menée dans le milieu ici depuis 1965. Un homme très impliqué dans son milieu, comme vous le savez. Alors, je vous les présenterai dans quelques instants. Alors, d'ailleurs, le temps de me déplacer vers le studio principal de la télévision communautaire. Et vous allez entendre d'ailleurs pendant mon déplacement quelques mesures de ce rille de Clermont joué par Claude Gagné de Québec. On se retrouve à tout de suite. Alors, me voici maintenant en studio, les tout nouveaux studios d'ailleurs de TVCO. Je vous disais tout à l'heure, lorsque j'étais à la chapelle du Sacré-Cœur, que chemin faisant, hein, vous alliez entendre quelques mesures du rille de Clermont. Nous voulions rendre un peu hommage à Jean-Claude avec ces quelques mesures. Il existe effectivement un rille de Clermont. Et puis, ben, on ne le connaissait pas beaucoup. Et c'est une pièce de Claude Gagné que vous entendiez quelques mesures et que vous entendrez peut-être aussi à la fin de notre émission. Je vous disais que j'avais des invités avec moi. Alors, je vous les présente. Ce pas des gens que vous ne connaissez pas, bien sûr. C'est des gens qui sont de notoriété maintenant dans notre milieu. Alors, je commence d'abord sur ma droite avec M. Alain Beaulieu, avec qui nous allons parler de l'homme Jean-Claude en tant qu'homme de lettres, homme d'écrit, homme de roman, qu'on va regarder tout à l'heure. Sœur Gisèle Fortier, petite franciscaine de Marie, qui va nous parler de l'homme, mais à travers, hein, vous savez quoi, les ateliers protégés, le centre de travail de Charlevoix, et BEFCO, bref, un homme qui a contribué largement à l'introduction, je dirais, de personnes souffrant d'un handicap dans notre milieu, dans Baie-Saint-Paul et tout Charlevoix. Et finalement,
mon ami, notre ami Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul, qui au plan politique, donc, va nous parler de Jean-Claude sous tous ses angles, hein, c'est le cas de le dire. On va essayer. On va essayer. Alors, soyez bien à l'aise, messieurs, dames, en ce sens que c'est entre nous que l'émission se passe. Si vous voulez des fois intervenir entre chacun, je suis au centre au niveau de l'animation, mais on peut se questionner l'un l'autre si vous le voulez en cours d'émission. Si vous me permettez, on va commencer tout de suite avec peut-être ce qui nous ramène le plus loin dans l'histoire de Jean-Claude et sa présence à Baie-Saint-Paul, puisqu'on disait qu'il est installé à Baie-Saint-Paul à partir de 1965. Il s'était marié à Saint-Hilarion, je le disais il y a quelques instants. Et en 65, bien, la première à le connaître, hein, c'est peut-être celle qui va mieux nous en parler à ses débuts ici, sœur Fortier. Alors bonjour. vous étiez, oui bonjour sœur Fortier, vous étiez à ce moment-là directrice de l'hôpital, hein? En effet, je commençais. On avait tout un mandat. Le gouvernement avait décidé que l'hôpital Saint-Anne, qui était un hôpital psychiatrique à l'époque, devienne aussi un hôpital à fonction multiple avec une section d'hôpital général. Donc, on allait utiliser une portion de l'hôpital pour la transformer et destiner la chirurgie pour la population de Baie-Saint-Paul et Charlevoix. Exactement. Okay. Donc, ça supposait que toute la population qui était là, parce que nous avions une population de 1400 résidents, ce qui était beaucoup trop pour même la capacité de l'hôpital à l'époque. Il fallait leur trouver des façons de les intégrer dans la société. Voilà. Et c'est Bernard Jean qui disait, nous sommes en devoir de conscience de permettre à ces personnes d'aller vivre dans la société. Okay. Et ça, cette devise-là m'a toujours suivi. C'était les débuts, en fait, de ce qu'on appelle souvent la désinence, hein? Les gens qui, à quelque chose près. Là. Donc, et là, ça a été toute qu'une action, tout ça. Mais pour arriver à avoir un hôpital général, il fallait faire beaucoup de travail. Il fallait de la place. Donc, on a décidé, dès le début, de mettre en place des mécanismes pour aider cette population-là à vraiment se développer et apprendre à vivre en société. Oui. Alors, pour ça, il fallait beaucoup d'éducation de différentes sortes, mais aussi, il fallait aussi les amener à travailler. Un bon nombre avait appris à travailler, soit à la ferme ou ailleurs. Mais là, vu qu'on changeait de vocation, il y avait plusieurs éléments qui allaient disparaître. Mm-hmm. Donc, mais puis personnellement, je dis, le travail pour ces personnes-là, c'est pas simplement du travail à la chaîne, parce que je trouvais ça insignifiant. Oui, oui. Vous voulez qu'ils accomplissent quelque chose, qu'ils créent même. Et puis là, Jean-Claude est arrivé avec l'idée, il y a du bois dans la région, on est fourni de bois pour faire des choses avec le bois. Alors c'est comme ça qu'il a monté des ateliers de fabrication de différents objets qui ont été mis en vente. Donc c'est devenu une industrielle. Ah oui. Quels étaient les premiers objets, par exemple, qui étaient amenés... Il a commencé par les palettes à peinture, c'était très simple. Oui, c'était très simple. Après ça, il a fait des palettes pour le transport du bois, des marchandises. Oui, des marchandises lourdes. Et ça, les garçons étaient très fiers parce qu'à un moment donné, ils sont allés en faire un chargement dans un bateau, ça allait en Europe. Oh! C'était un bel événement. Ah oui. Hein, de collaborer, puis ça partait pour l'autre côté de l'océan. C'est ça. L'exportation. Ben oui, l'exportation. Ça devait être un événement très valorisant aussi pour ces personnes-là. Hein? Exactement, exactement. Alors, ils ont fait l'activité qu'ils ont fait, qui était un peu spécial, c'était des clôtures à neige. Oui. Alors, faire une clôture à neige, il fallait faire un métier avec la broche. Avec la broche. J'ai rentré les branches. Ah oui, il fallait tresser un peu. Ben oui, mais ça, c'était fait comme un métier à tisser. Ah oui? La même chose, et puis les garçons avaient à mettre les broches, les palettes entre les broches. Et ça, c'était un peu spécial, ça a même attiré l'attention de l'extérieur. Alors, pour moi, Jean-Claude, c'était un homme vraiment épris du sort de ces personnes et les accompagnait. Et je pense qu'il était très proche de ces personnes-là aussi, dans le sens qu'il aimait travailler avec eux et contribuait à leur développement en les aidant moralement aussi, hein, puis il les aimait à quelque part. Je me rappelle avoir parlé à ces jeunes filles ou jeunes garçons-là, quasiment comme ses enfants, hein, quelque chose près. Et c'est ça qui était la force de Jean-Claude, ce côté humain, là, hein, et qui a contribué socialement à intégrer ces personnes-là dans notre milieu. Tout à fait. Ça, c'était les débuts avec le centre de travail ou avec... ça commençait par le centre de travail. Les ateliers protégés, peut-être, avant. Les ateliers protégés. Mais personnellement, je trouvais que
ce volet-là ne cadrait pas avec l'administration d'un hôpital. OK. Alors moi, j'ai fait appel à quelqu'un de Montréal qui avait parti un projet semblable. J'ai dit, venez donc voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, eux autres sont venus, ils ont pris ça en main et c'est devenu CAPEC. Oui. Là, sur le site de l'Hôtel de Ville actuel, d'ailleurs, l'Hôtel de Ville C'est-à-dire? est bâti sur les fondations même de ce qui s'appelait CAPEC. Ça a commencé au poulailler. Oui. Il y a une partie où on faisait de la sérigraphie, où ils faisaient avec des tableaux, ils transposaient les peintures sur de la toile. Ce qui faisait, ça a été fait un bout de temps, mais c'est là aussi ont été fait les clôtures à neige, OK. au poulailler. Et Après puis- ça, oui. ça a été l'atelier de menuiserie, là, où ils ont fabriqué différents objets. Et CAPEC a pris de l'expansion et a changé de nom en se déplaçant. Il y a eu, je crois, un incendie, voire deux, sur le site actuel, sur le site de l'Hôtel de Ville avec Oui. le CAPEC. Et puis, ils ont déménagé sur la route de l'Équerre, qui est devenue BEFCO, Oui. Bois-Franc, Charlevoix-Ouest, là, où là, Jean-Claude a été encore présent pendant de longues années. Sans doute, parce que moi, j'ai quitté 80. En 80, j'ai quitté Montréal, Baie-Saint-Paul pour Montréal. Alors là, j'ai Là, il y a perdu. une période où vous étiez absente de Baie-Saint-Paul, mais C'est on ça. sait que Jean-Claude a œuvré là aussi, puis a été très présent dans l'insertion de ces enfants-là, de ces personnes-là, dans le milieu Oui. de travail. Tout à fait. Sœur Gisèle, je vous reviendrai tout à l'heure avec d'autres choses. On va passer maintenant, si vous le voulez, au côté un peu intermédiaire avec la vie politique, tiens. La vie politique de Jean-Claude, Oui. parce que littéraire est beaucoup plus récente. On y viendra en Oui, troisième oui, plan, tout à fait. bien sûr. Ouais. Alors, au niveau politique, on sait que Jean-Claude, je prends mes notes pour rappeler toutes les dates, il a Oui. été maire de la Rivière-du-Gouffre, de la municipalité, l'ex-Rivière-du-Gouffre, de 79 à 91, quand même. Oui. C'est quand même Oui. quelque chose. Oui. Préfet de la MRC de Charlevoix de 82 à 91 et conseiller de la Nouvelle-Ville après le décret de décembre 95, je pense, Oui. quelque chose comme ça. Oui. Donc, conseiller à tes côtés de 96 à 2005. Belle vie politique, belle et longue vie politique, mais en parallèle, il y a un autre gars de l'autre côté de la paroisse de Baie-Saint-Paul qui est toi, Jean, Oui, qui a oui. été quand même présent pas mal, parce que depuis 89, conseiller à la paroisse, Oui. c'est ton début non-stop de Oui. la vie municipale jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, moi j'ai. Est-ce que c'est un effectivement, record c'est ma d'abord au niveau de la 30e vie année. publique à Je sais Baie-Saint-Paul? pas, je n'ai pas analysé tout ça. J'ai Je vais pas faire ça, analysé. je vais faire ça. Je me fie sur toi, Rosaire, pour nous Mais c'est trouver pas loin ça. de battre un record. Peut-être, là, probablement. Le mais moment on le fait plus pas. fort, Jean, entre Jean-Claude et toi en vie politique, là, au niveau de Baie-Saint-Paul, là, c'est... Mais moi ce que l'autre jour, lors de son décès, on me demandait rapidement, là, et quand on me le demande Oui, on est à rapidement, chaud comme moi, ça, c'est là, le mais- regroupement. Oui, hein. Moi, je pense que le regroupement de Baie-Saint-Paul, les trois municipalités, qu'on n'aurait pas pensé, volontairement, il ne faut pas l'oublier, hein, le gouvernement du Québec ne nous a pas obligés de nous regrouper. Non. On l'a fait par C'est un nous-mêmes, les mariage trois municipalités. assumé. Et, vous savez, ça a commencé historiquement parce qu'au début, il y avait une étude de regroupement qui était prévue entre Rivière-du-Gouffre Rivière-du-Gouffre. et Paroisse. Oui. Et les gens de la ville n'étaient pas trop friands. Mais à ce moment-là, Jean-Claude était maire de Rivière-du-Gouffre et moi, j'étais conseiller à Paroisse. Moi, j'étais favorable à ça. Moi, j'étais favorable avec toutes les possibilités de regroupement qu'on pouvait avoir. Moi, Une étape déjà, 1, puis je le voir d'autres voyais. choses après. Finalement, ça n'a pas marché. mais Est-ce que ça a votre été- intention était de faire une sorte de fer à cheval autour Pas- de la ville? Non, moi en tout cas pas pour moi. Mais il y en a dans le Il y en temps. a, hein, parce ok, que ça là. ressemble à ça. Mais suite à toutes les discussions qu'on avait avec les gens de la ville à l'époque, au fait que ce projet-là n'a pas. Et moi, je le dis après coup, heureusement. La paroisse n'a se pas retire, marché. je crois. Oui. Et puis là, il y a Et- de nouveaux et là- échanges et entre là, eux. il y a des ben là, en fait, il y a un comité de citoyens qui s'est créé. Jean-Claude Turcotte, entre-temps, a perdu ses élections. Puis on en parlait À la souvent de ça, municipalité. il n'avait pas aimé. Il l'a celle-là. pas aimé, Ça, non. c'était quelque chose dont il ne fallait pas trop lui parler. Effectivement. Mais en même temps, Jean-Claude, on avait formé un comité de citoyens. Il y avait des gens des trois municipalités, dont Jean-Claude était. Et c'est là, moi, où je l'ai connu avant, quand il était maire de Rivière-du-Gouffre, mais j'ai vraiment connu Jean-Claude Turcotte, où on a développé vraiment des liens, des liens plus importants à partir de ce comité-là, où on se rencontrait assez souvent, on discutait des stratégies, comment travailler ça. Et à travers ça, moi, je croyais pas à ce moment-là, à travers ça, que moi,
que je deviendrais maire de cette nouvelle municipalité-là. ville-là. C'était pas vraiment prévu. Mais Jean-Claude, lui, puis quelques autres, mais dont lui, il me disait, ben non, Jean, c'est toi qui vas aller là. Tu es capable de faire ça, tu vas être bon. Et tu es capable de le faire. Puis là, je ne dis pas dans ces termes. On connaît Jean-Claude. Là, sa couleur. Avec sa couleur proverbiale. Évidemment, et on a et on a tissé des liens avec Jean-Claude, mais tout le groupe qui a travaillé ça à cette époque-là, je peux en témoigner, incluant le conseil, par après toute l'étude de regroupement, les 3 conseils. Là, Jean-Claude n'était pas au niveau des conseils municipaux, mais il suivait ça de très près, puis il était dans l'antichambre un peu de tout ça, puis continuait de travailler aussi tout ça, mais ça a développé des liens assez extraordinaires, puis ça a bâti Baie-Saint-Paul qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que Jean-Claude, là-dedans, de par l'aura qu'il avait sur plein de gens, Jean-Claude connaissait plein de gens, connaissait tout le monde, était capable de parler à tout le monde, il avait de l'influence sur plein de gens. C'est ça que je voulais Et je pense Jean-Claude a eu un impact important dans ce projet-là qu'on a eu, même s'il n'était plus maire de Rivière-du-Gouffre. Quelle sorte d'attitude, Jean, qu'il a manifesté dans sa population de Rivière-du-Gouffre dans le temps, parce qu'il fallait qu'il se débatte lui, avec sa population. Oui. Lui, avec quelle conviction en tant que toujours, com? Mais il faut dire que, là, je le répète, quand on a fait le regroupement, par contre, Jean-Claude n'était plus maire. Il n'était pas maire. Mais il travaillait avec les citoyens, il travaillait aussi pour que sa municipalité embarque dans le regroupement. La municipalité le faisait, le maire de l'époque, M. Duchesne, Louison, les conseillers aussi, mais Jean-Claude était aussi, lui, à travers son implication citoyenne, à travers aussi son implication citoyenne, était un gars qui... Parce que Jean-Claude, lui, moi, je pense, il était maire de Rivière-du-Gouffre, mais il n'a jamais eu une vision strictement... ça a toujours été un gars... D'abord, c'est un gars qui vient, vous l'avez dit tantôt, c'est un gars de Clermont. Il vient de Charlevoix-Est. C'est un gars qui, pour lui, était à Baie-Saint-Paul. Il n'était pas nécessairement à Rivière-du-Gouffre. Non, c'était à Baie-Saint-Paul, la vallée du Gouffre. Et pour lui, c'était bien important. Il connaissait des gens partout et il s'impliquait partout, puis il s'impliquait sur l'ensemble du territoire. Et je pense que... et c'est ce qui fait qu'il y a eu une telle influence à l'époque. Et évidemment, par après, bien là, il s'est présenté conseiller municipal en 96, a été élu, est revenu en 99 et a été là jusqu'en 2005. Là, on a pu travailler ensemble directement, moi comme maire, lui comme conseiller. Vous savez, Jean-Claude comme conseiller, c'est un gars d'une grande sagesse aussi. On pouvait se fier à lui, sa mémoire, sa connaissance du milieu, du territoire. J'étais très, très utile sur un conseil municipal, puis aussi il y avait des dossiers aussi sur lesquels il était assez, pour lui, là, qui était important, comme par exemple toute la question du lien, toute la question du service incendie, par exemple. Oui. Jean-Claude a beaucoup travaillé là-dessus. Toute la question des loisirs aussi, le service des loisirs. Jean-Claude qui avait été déjà à la régie avant, qui connaissait beaucoup de monde autour de ça. Je peux en témoigner, Jean, parce que j'ai été aussi conseiller à l'époque où il était là. J'étais à la fusion, j'étais avec tout ce beau monde. Oui. Alors, je suis capable aussi d'en parler et de voir avec quelle conviction Jean-Claude, avant, a débattu du projet auprès de sa population. Je nous permets de faire une petite pause, si vous le voulez, on se retrouve dans quelques instants. Alors, on est de retour en studio et c'est cette émission en hommage à Jean-Claude Turcotte qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, on enchaîne maintenant avec quelqu'un qui l'a connu dans un angle bien récent, bien particulier. Je dis récent parce que ça fait quelques années quand même. Oui, oui. Hein? Alain Beaulieu. Oui, Alain Beaulieu qui a... Bon, écoute, il a sa trace à travers ces ouvrages-là, mais à quel niveau, Alain? Parce qu'il y a quand même 6 ouvrages qui ont été publiés depuis... Bon, c'est toute une anthologie, hein? Oui. 4 d'abord sur le fil des saisons avec Germaine,
Et les deux derniers, Oui. qui s'appelle le dernier qui vient de sortir, voilà, Au pays de Germaine. Au pays de Bon. Germaine, oui. Comment est venue d'abord, toi, ton implication avec Jean-Claude dans la publication? Comment ça part au début que tu connais Jean-Claude? Tu le connaissais avant? Comment ça se passe? Bon, alors je l'ai connu avant. Bon. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ici en 1999, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de m'intégrer effectivement dans le milieu. Et de connaître des gens. Et de connaître les Et de gens. connaître les etc. gens. Alors j'ai participé, bon, j'allais au conseil municipal, je participais à d'autres activités culturelles, etc. Et arrive la Saint-Jean-Baptiste. D'abord, Bon. j'ai voté aussi. J'ai voté à l'automne, j'ai voté pour un maire qui n'a jamais décollé là depuis que je suis là. C'est vrai? Jean, On le c'est connaît? lui, le seul Ah, c'est maire lui? que j'ai jamais connu. C'est un maire à vie. Oui, mais c'est parce que j'ai toujours voté pour toi. C'est pour ça que tu es encore là. Mais donc, à la Saint-Jean-Baptiste, il y avait l'organisation de la parade de Saint-Jean-Baptiste. Et je rencontre à cette occasion-là, dans la rue, Jean-Claude. Qui animait à ce moment-là? Qui animait les parades? Etc. Ok. Alors, je me suis mis à côté de lui, puis je l'écoutais animer, tout ça. Et puis, il s'est mis à me parler en termes d'animation. Je lui ai répondu, puis peu à peu, on s'est mis ensemble À échanger. À échanger, et puis à continuer l'animation de cette parade de la Saint-Jean-Baptiste, dans laquelle, je pense que c'était pour la première fois, il y avait des tracteurs. Que lui, d'ailleurs, avait organisé. Qu'il avait C'est lui organisé. qui avait pris sur lui d'amener des tracteurs Absolument. anciens dans une parade. Absolument. Ouais. Et puis, c'était la première fois. Donc, les cultivateurs n'avaient pas tous donné leur approbation là-dessus. Il y en a quelques-uns qui étaient venus, etc. Puis moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui. Que les cultivateurs participent effectivement à la parade de Saint-Jean-Baptiste. Alors, on a débattu de ça, puis il dit, puis là, je savais qu'il était aux affaires culturelles. Alors, je me suis mis Intéressé à l'appeler au comité culturel de la comité. ville. Oui. Alors, je me suis mis à l'appeler le ministre des Affaires culturelles de Bon. Baie-Saint-Paul. C'était le titre que je lui ai donné. Et puis, alors là, peu à peu, on s'est mis à raconter, puis là, j'ai suggéré, j'ai dit, écoute, l'an prochain, on pourrait effectivement se préparer d'avance, parce que tu les as peut-être pris un peu par surprise, puis on n'a pas eu le temps de se préparer. On va préparer ça d'avance, et puis on va faire une grande parade des équipements agricoles OK. pour la future Saint-Jean-Baptiste. On va augmenter tout ça. On va augmenter donner tout du ça. volume à ça. Ouais. OK. Alors, effectivement, durant l'année, il est allé voir plusieurs cultivateurs. On les a convaincus, effectivement, de participer à ça avec une certaine fierté, avec un certain enthousiasme. Et ils ont marché. Il y en a qui ont peinturé des vieux tracteurs, etc. Et Remis en marche. Remis en marche. Des tracteurs qui ne Et puis, fonctionnaient plus, je oui, me rappelle. Puis à Ouais. l'hiver, effectivement, Ouais. ils ont travaillé là-dessus. Et puis bon. Et ça a été une réussite. L'année d'après, c'était une OK. réussite, cette parade-là. Plusieurs tracteurs. Hein, Plusieurs tracteurs. Puis à la fin de la parade, on allait à la polyvalente. Se démanteler à la polyvalente. Se démanteler à la polyvalente. Et puis là, on a fait des interviews à propos des cultivateurs, comment vous avez à préparer votre tracteur pour ça, puis etc., etc. Là, on a mis Là, effectivement... vous commencez à vous connaître un peu on plus. commençait OK? à se connaître un peu plus. Et les ouvrages, eux autres, maintenant? Et les Comment? ouvrages, c'est que Jean-Claude, chaque année, il écrivait un conte qu'il faisait paraître dans le Dans l'hebdo à l'époque. Dans l'hebdo à l'époque. Et puis, un conte de Noël. Oui. Un conte de Noël. Qui a duré quand même presque une quinzaine d'années, quand Oui, au moins. oui, Hein, au moins. etc. Alors, puis là, ça a commencé, ce conte de Noël a commencé à être aussi raconté à la télévision communautaire, ici, oui. à la télévision communautaire. Et c'est Éric Desgagnés qui animait l'heure du conte. Au début, oui. Au début, Oui. au tout début. Et puis, alors là, il me disait, écoute-moi bien, je vais passer par là, etc. Ben, je l'écoutais à la télévision. Et puis, alors là, il me demandait des commentaires, on parlait, etc. Puis, à la fin de l'émission, cette fois-là, parce qu'il avait paru dans les années précédentes, Éric Desgagnés, il lui a dit, bon, ben, l'émission est terminée, mais tu vas me continuer ça, là, puis on va se voir la semaine prochaine. Jean-Claude, il dit, mais mon compte est terminé, là, c'est fini, le compte de Noël est terminé. Bon. Oui, mais c'est bien intéressant, allez, continue à... Il faut en remettre. Il faut en remettre, puis OK. je te rappellerai. Et ça va débouler comme ça. Ça va hein? débouler. Alors là, Jean-Claude, il dit, bon,
Et puis, on se parle de ça, on s'est rencontrés, puis il me demande de continuer, etc. Ben, je dis, écoute, prends ta plume, puis écris comme tu écris, puis ça va venir tout seul, Jean-Claude. Alors, il se met effectivement à écrire les futures émissions, ou les futurs contes qui allaient continuer, mais non plus comme un conte, mais comme un prolongement des personnages qu'il avait déjà créés dans son conte de Noël, il les a prolongés dans la vie ordinaire. OK. Alors, après un certain temps, là, je voyais qu'à la télévision, il lisait ses contes dans ses cahiers Canada, etc. Alors, je vais le voir à la maison. Et puis, j'ai dit, écoute, un peu, comment tu travailles? Tu montres-moi ça. Puis là, il y avait déjà une pile de cahiers Canada ramassés. Alors, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, écoute, c'est très important, là. Qu'est-ce que tu fais avec ces manuscrits-là? Ben, je les mets dans ma chambre, etc. Mais j'ai dit, fais jamais ça. Bon. Si ta maison brûle... Et voilà, tu as été un élément motivateur. Oui. Pour en arriver à dire, on met ça sur... on va écrire tout ça à la dactylo ou sur ordinateur et on va publier. C'est ça. J'ai dit, on va transférer ça sur dactylo. On va dactylographier tes textes. Tes manuscrits, on les garde. On va les porter au centre d'archives. Au centre d'archives dont il était président. Et puis ensuite, on verra un peu comment travailler avec ça. Puis à cette époque-là, je collaborais déjà avec Roland Perron pour... Les aînés porteurs de mémoire. Les aînés porteurs de mémoire. Alors j'ai dit, écoute, on va... J'ai dit, écoute, on va faire un cahier avec les... De cette nature-là. De cette nature-là. Il dit, non, il dit pas le faire avec des boudins, etc. Là. Non, moi je veux un vrai livre. Je veux un vrai livre. Alors j'ai dit, écoute, si tu veux un vrai livre, attention, là. Un vrai livre, là, c'est pas comme on veut ça, là. C'est pas comme un conte là, comme ça, que tu écris comme ça, puis tu publies, puis ça a quelques pages, quelques paragraphes. Mais j'ai dit, il y a de la matière, effectivement. Pour l'instant, ça ne ferait pas un livre, mais si tu continues, on va avoir de la matière pour... dis-là, comment est-ce que j'ai dit, écoute, d'abord, il va falloir penser à des titres d'ouvrages, des titres de chapitres, des titres de sous-chapitres. Il va y avoir il y a toutes sortes d'éléments accessoires à la narration qui vont constituer le livre. Ça fait que j'ai dit, bon, écoute, on va s'entendre, là. Toi, tu écris, puis moi, je m'occupe du reste. Ça veut dire revoir un peu au niveau de la stylistique, au niveau de l'orthographe, au niveau du français, ça veut dire tout. Bon. Et il acceptait ça volontiers. Il dit, j'ai pas de misère avec ça. Il n'y a pas de misère avec ça. Parce que j'ai dit, le talent, c'est toi qui l'as. Tu sais? Et puis, le reste, tu n'es pas habitué à ça. L'édition, comment composer un livre, etc. Ça, je vais m'occuper de ça. Est-ce qu'il revoyait, pour parler de l'homme et de son caractère, à travers ça, revoyait ce que tu avais corrigé, Alain, à savoir, non, je ne suis pas d'accord, j'aimerais mieux qu'on voit ça à ma manière. Ce que tu avais à proposer, c'était fini, figé. Ce que j'avais à proposer, d'abord, j'y donnais le choix de 2 ou 3 propositions. Okay. Puis à un moment donné, on discutait. Puis là, je discutais en fonction de la dramatique qui devait se trouver là-dedans ou des éléments narratifs, etc. Moi, je n'ai jamais touché à la section narrative. D'abord, il écrivait très bien. On le voyait bien dans ses contes, publiés au Charlevoixin. Il avait effectivement une plume alerte. Coulante. Et coulante, comme tu dis. Et puis, il ne faisait pas de faute. Okay. Il ne faisait pas de faute, pratiquement pas, sur le plan de la narration. Bon, il y avait des fois des paragraphes qui étaient un peu longs, des phrases peut-être un peu lourdes, parce que ça sortait comme ça, lui, là ça sortait comme ça. Alors, là, on essayait effectivement de nettoyer ça un peu. Alors, ce qu'on faisait, c'est que les cahiers qu'il écrivait, il les envoyait... D'abord, il les faisait lire par Reine, ma conjointe, Reine. Reine était la première lectrice. Et puis, elle faisait des commentaires et tout. Puis ensuite, on envoyait ça à une secrétaire, Julie Lavoie, qui, elle, était très contente de faire ce travail-là, puis qui était capable de déchiffrer les pattes de mouche là, de Jean-Claude, etc. Alors, et là, et puis, elle transcrivait ça. Elle ordinographiait aussi, en quelque sorte. Elle mettait ça sur support électronique, de manière à pouvoir aller chez un éditeur éventuellement. Faire d'après-édition. Parlons-en de l'éditeur, le temps nous bouscule un peu. Parlons-en de l'éditeur, Alain. À un moment donné, il faut présenter ça à une maison d'édition. Et puis, en l'occurrence, GID, qui n'est pas le dernier né des éditeurs au Québec, au niveau des romans historiques ou des livres à caractère historique. À caractère ethnographique. Serge Lambert, le président où j'ai publié d'ailleurs moi-même, est un homme extrêmement critique
critique. Il n'accepte Oui. pas n'importe quoi. Non. Et je me rappelle que Jean-Claude m'avait dit que quand il a présenté son tome 1, Ouais. Serge Lambert, je prends. Oui. Et Oh, il ouais, l'a lu, j'étais là, et hein. puis tu étais là. Ah, et oui, puis oui. il était emballé. Il dit, on publie ça Oui. dans sa maison d'édition. Et puis Absolument. la suite, on la connaît. Hein. Il y a Oui. eu 3 autres titres dans les saisons Oui. et prolongement avec Au pays de Germaine. Au pays de Germaine, etc. Oui. Alain, grosso modo, dans l'ensemble de toute ta présence Oui. aux côtés de Jean-Claude, Oui. 6 volumes, est allé sur De 2005 à 2017. 17. À 2017. oui. Comment tu résumerais ton expérience auprès de lui en tant qu'homme de lettres, mais aussi ami? Comment ça se résume? Pas facile. Oui, mais d'abord, moi, j'ai accepté de faire ça de façon absolument, comment je dirais, absolument Désintéressée. spontanée et totalement désintéressée. totalement désintéressé, je le sais. À cause du personnage. Oui. Et comme j'ai une sensibilité ethnographique, moi aussi, personnellement, alors j'ai trouvé que ce personnage-là... C'est lui qui était plus attachant que l'œuf, finalement, c'est ça? Hein? Il était Oui, attachant. il est très attachant et très représentatif. Et puis, au fur et à mesure que je le connais, je me suis rendu compte qu'il connaissait Charlevoix comme toutes les lignes de sa main, etc., qu'il connaissait du monde, qu'il avait toutes sortes de talents. D'abord, en passant, quand vous avez discuté ensemble tout à l'heure, on se rend compte que Jean-Claude était non seulement un patenteux de talent, donc un artisan à cet égard-là, mais par rapport aux handicapés, etc., c'était un fin pédagogue. Ah oui. Ah oui. Il était très pédagogique. Alors, donc, il avait le sens de raconter d'une façon, comment je dirais, d'une façon naturelle. C'est un pédagogue Et naturel. accessible à tout le monde. Et accessible à tout le monde, etc. Alors, donc, on a travaillé à cet égard-là. Et puis, le narratif, on revoyait ça un peu. Reine corrigeait les fautes parce qu'elle a un œil de lynx sur le plan orthographique, etc. Et puis, pour les dialogues, là, au début, il écrivait ça en langage régulier. Oui, mais j'ai dit, on perd quelque chose. Tu sais? Et c'est là que j'ai écrit dans un des avant-propos, on n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. Alors, il faut faire une distinction de façon à garder, comment je dirais, l'authenticité de ces personnages-là dans leur oralité. Et ça, il faut trouver une façon de transmettre dans une certaine oralité les dialogues qui sont nombreux J'aurais aimé spontanés, qu'on oui. puisse parler aussi, parce que tu as parlé de patenteux, hein, de toutes ces maquettes qu'il a produites avec son ami Albany Labranche et qui se retrouvent dans les livres, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je voudrais revenir un tout petit peu... Mais juste avant, pour souligner ça, tous ces livres-là, surtout les premiers, sont illustrés par les maquettes qu'il a faites avec Albany. Oui. Mais il faut comment je dirais, il faut souligner la collaboration très étroite de Charlotte Harvey, qui a fait toutes les photos des maquettes que se trouvent dans tous les livres. Alors, toutes ces belles photos... Sauf le dernier, que c'est moi. Oui, sauf le dernier. Vrai, le dernier. Ouais. Alors, tout ça, ce sont des photos de Charlotte Harvey qui a fait un travail parce que... Qu'on salue d'ailleurs. Oui, qu'on salue. Et puis, faire photographier des maquettes, tu sais, ça prend des heures. C'est quand même quelque chose. Ça J'en prend sais des quelque heures. chose. Oui. Je sais que tu voulais parler. Mais je voudrais qu'on conclue, si vous voulez, Ah, les oui, amis, parce qu'on est rendu là. Okay. Si vous aviez à résumer en quelques mots avant qu'on termine l'émission, là, pour conclure, Jean-Claude nous a quittés le 21 mars dernier. Et puis, bon, il laisse dans le milieu une trace indélébile, on le sait. Hein, il s'inscrit dans le paysage culturel de Charlevoix, c'est indéniable. Alors vous, là, comment est-ce que vous résumeriez ça, sa présence et son œuvre? Là, il est depuis plus de 60 ans à Baie-Saint-Paul ou presque. Oui. Alain? Moi, je trouve que... Quelques mots. Quelques mots. C'est un homme d'une authenticité régionale extraordinaire. Merci. Sœur Gisèle. Moi, je serais prête à dire qu'il a été le père de plusieurs de nos garçons qui ont eu à s'intégrer dans la société. Bravo, ça c'est vrai que comme signal final, comme mot final, c'est très intéressant. Et au niveau politique, Jean, qu'est-ce que tu retiens? Moi, au-delà du politique, Au-delà du c'est politique. l'engagement. Moi, je pense que c'est l'engagement politique, social et culturel.
Moi, OK. je pense que c'est un homme, puis c'est rare. t'as Donc, des c'était une gens trilogie engagés. parfaite. Oui, pour moi, oui. Une trilogie Et, parfaite. il y a plein d'exemples, puis tantôt, c'est pour ça que il parlait des maquettes. Mm. Au Carrefour culturel, Jean-Claude a fait des expositions avec ses maquettes. Oui. Il a fait connaître une époque à des jeunes, à des enfants. C'était un gars aussi intéressant qui était capable de parler. Donc, l'idée d'être pédagogique, d'être un pédagogue, mais moi, c'est l'engagement. Ces engagements autant politiques que On culturels. les que utilise d'ailleurs social dans aussi. chacune des émissions L'heure du compte ça ici qui à est TVCO. important. Il y a une maquette qui est présente. Ah oui, ah oui. Sœur Gisèle, Alain, Jean, merci beaucoup de votre présence cet après-midi dans cette émission qui va certainement séduire les gens de Charlevoix qui ont bien connu Jean-Claude. Et puis merci à TVCO, à toute l'équipe technique, Maxime, et avec Herman, Jessica même, et puis Normand à la régie centrale. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup et au plaisir. Et on se retrouve à l'heure du compte dans les prochaines semaines. Au revoir.